Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actu à l'Assemblée et au Sénat. Et pour ce dernier numéro de 2019 et pour commenter toute la semaine passée, notre invité est aujourd'hui Sylvain Maillard. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes député La République En Marche de Paris, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Et on va commencer par brosser votre portrait. Sylvain Maillard, bonjour. Alors, en quelques traits de plume, vous êtes né à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Vous êtes un entrepreneur. École supérieure de commerce, Erasmus en Allemagne. De retour en France, vous fondez votre société en 2001, à 27 ans. Vous aimez aussi la politique, alors vous rejoignez la famille centriste et ses avatars, UDF, Nouveau Centre, UDI. Et puis, en 2017, vous choisissez de faire campagne pour Emmanuel Macron. Vous êtes l'un des jeunes visages de La République En Marche, issus du monde de l'entreprise. Vous êtes élu député de Paris et par ailleurs conseiller de Paris, et vous avez intégré l'équipe de Benjamin Griveaux pour les municipales. Alors, la conquête de Paris, c'est en mars. Comment s'annonce la bataille en quelques mots ? Alors, la bataille s'annonce comme n'importe quelle autre, la conquête, oui. D'abord, juste vous dire que je ne suis pas conseiller de Paris, j'étais maire adjoint dans le 9e arrondissement. D'abord, c'est une belle campagne, parce que c'est une campagne qui nous permet de dire aux Parisiens ce que nous portons et ce que nous voulons porter pour Paris, où le constat général, c'est que la vie s'est largement dégradée depuis 5 ans, et quelles sont les perspectives que nous portons avec Benjamin Griveaux. Donc, et une bataille compliquée entre Benjamin Griveaux et aussi Cédric Villani, deux députés du même groupe dont vous faites partie. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une campagne à Paris, ce n'est jamais simple. La réalité, c'est que c'est jamais simple. Tout le monde, que ce soit pour la droite. 17 campagnes différentes, parce qu'il y a maintenant un seul arrondissement centre. Et donc, c'est toujours compliqué. Mais l'essentiel, c'est de parler aux Parisiens. C'est ce que fait Benjamin Griveaux, et de porter un projet d'amélioration de la vie au quotidien. Eh bien, on va revenir en tout cas pour l'heure sur l'actualité parlementaire cette semaine, avec toujours à la une le dossier des retraites. On reviendra avec vous sur les négociations tendues entre les partenaires sociaux et le gouvernement. La consigne de retour, le gouvernement a rétabli cette mesure controversée dans le projet de loi examiné à l'Assemblée qui vise à lutter contre le gaspillage. Et puis, la proposition de loi contre la haine sur Internet était aussi à l'ordre du jour cette semaine. Les sénateurs ont réécrit la version votée à l'Assemblée. Et on commence par le dossier à la une qui arrivera au Parlement au printemps, la réforme de la colère. Énième réunion à Matignon, Édouard Philippe a retrouvé les partenaires sociaux. Pas d'annonce concrète, en tout cas officiellement, du Premier ministre, mais un nouveau rendez-vous fixé en janvier. À la sortie, c'est la division. La CFDT et l'UNSA ont choisi la trêve dans la grève, mais la CGT et Sudrail maintiennent la pression. Écoutez Édouard Philippe à la sortie de Matignon ce jeudi. J'ai écouté et entendu les critiques. Dès les premiers jours de janvier, avec le secrétaire d'État, nous consulterons les partenaires sociaux. Et je proposerai mi-janvier une méthode qui nous permettra soit d'atteindre un accord qui pourrait se substituer à la solution que j'ai proposée, soit à tout le moins d'améliorer celle-ci en tenant compte des propositions des syndicats. Alors Sylvain Maillard, à l'issue de cet énième tour de négociation à Matignon, on a l'impression qu'il n'y a pas d'avancée très concrète puisque des désaccords persistent. Est-ce que pour vous, les lignes sont en train de bouger ou est-ce que la guerre de position, le bras de fer, va encore durer longtemps ? Quel est votre sentiment ? Il n'y a pas un front syndical, il y a différents syndicats qui ont des positions finalement assez contrastées. On a des syndicats type CGT, Force ouvrière, qui ne veulent pas de cette réforme, qui l'ont dit très clairement, qui depuis plusieurs mois le disent et restent dans leur position. On ne veut pas de changement. Ils préfèrent un système qui est profondément injuste, comme il est à l'heure actuelle, et qui n'est pas financé. Ça, c'est leur position. Et puis d'autres, des syndicats réformistes comme la CFDT, l'UNSA, la CFTC, qui, eux, sont ouverts, d'abord, sont d'accord avec les principes de la réforme, à point que chaque euro cotisé donne les mêmes droits. Par contre, sont sur certaines attentes, l'âge pivot, entre autres, c'est ce dont on a beaucoup parlé. Mais en réalité, il y a beaucoup de discussions sur la pénibilité, sur la longueur des carrières. Et là, il y a des avancées. Ou en coulisses, c'est ça. Évidemment qu'il y a des discussions officiellement et en coulisses. On dit que Jean-Baptiste Djebbari est en train de s'adresser justement aux syndicats, particulièrement à la RATP et à la SNCF. Sur quoi ça peut bouger justement pour débloquer la situation au niveau des transports ? Oui, je crois que les longues carrières
carrière, la pénibilité, c'est des choses qui sont attendues et sur lesquelles il y a des discussions à l'heure actuelle où il faut trouver un point d'équilibre pour qu'on puisse sortir de ce conflit dur. Après, on ne se fait pas d'illusions. On sait qu'une partie des syndicats sont contre la réforme de toute façon et ne sont pas dans la négociation. Ce que l'on veut, c'est ramener le plus possible de syndicats vers une réforme co-construite ensemble, parce que nous portons, je crois, la réforme la plus sociale du quinquennat et que très souvent elle a été caricaturée dans les médias ou ailleurs parce que probablement plein de raisons, mais la réalité, c'est que nous devons nous entendre dessus parce qu'il y a des vraies avancées sociales et que les syndicats s'honorent à l'accompagner. Pour l'instant, l'opinion publique est encore favorable au mouvement social. Comment est-ce que vous pouvez garantir aux gens qu'ils ne vont pas y perdre? Parce que manifestement, c'est leur crainte. C'est comme ça qu'il ne faut pas rentrer dans la réforme, si je puis me permettre. D'abord, quand vous regardez les sondages, ils sont très contrastés parce que la plupart des Français, très largement, ne veulent plus de régimes spéciaux et à côté sont plutôt en soutien, encore majoritairement, de la grève. Mais tout en se disant bien que la plupart des Français ne sont pas impactés au quotidien dans la grève. Moi qui suis député de Paris, je peux vous assurer que c'est un mouvement très dur et pour que la vie des Franciliens est vraiment chamboulée depuis plusieurs semaines. Et donc il faut absolument que nous puissions en sortir. Mais il y a cette peur face à cette réforme dont on voit mal les contours. Chacun se demande dans les transports, mais est-ce que j'y gagne? Et les femmes, par exemple, est-ce qu'elles vont gagner? Est-ce qu'elles vont perdre? On a l'impression que les choses ne sont pas très claires. Oui, vous avez dit qu'elles étaient les grandes gagnantes et finalement, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça. Oui, les femmes, d'abord, sont les grandes perdantes du système à l'heure actuelle. Les pensions sont en moyenne de 42% inférieures à celles des hommes dans le système actuel. Nous, ce que nous voulons, c'est d'abord, pour une partie, mais ça c'est déjà d'autres lois que nous avons portées, notamment sur l'avenir professionnel, faire en sorte que à salaire égal ou compétences égales, à travail égal, on ait le même salaire entre des femmes et des hommes. Déjà, c'est un premier pas franchi qui doit être accompagné, qui nous permettra de rétablir une retraite égale. Mais en même temps, les femmes ont plus souvent des carrières heurtées. Les femmes 20% d'entre elles vont travailler jusqu'à 67 ans à l'heure actuelle. Grâce à notre réforme, on va s'arrêter à 64 ans et avec cet âge pivot qui a été donné par le Premier ministre et donc qui permettra une vraie avancée. Moi je crois... Qui fait quand même controverse cet âge pivot. C'est un peu le point dur de la réforme. Vous avez raison, mais vous savez, pour le moment, les syndicats, comme les différentes réformes, elles traitent toujours bien de ceux qui sont bien dans le système. Ceux qui ont des carrières finalement très lisses, très parfaitement vues de tous. Par contre, les carrières heurtées, les carrières plus compliquées, les changements de poste, on change de statut et nous, et encore plus les jeunes, auront différents emplois, différents statuts, différentes carrières et qu'il faut pouvoir accompagner. C'est pas normal qu'aucun d'entre nous sur ce plateau, vos téléspectateurs, sachent en réalité, à moins d'avoir été dans une carrière, d'être enseignant ou des choses très, très encadrées où on sait, n'a aucune idée de la pension qu'il aura. Ça, c'est pas juste et c'est ça qui demain, on le saura. L'angoisse de l'avenir. Et je termine là-dessus. Les jeunes, à l'heure actuelle, dans le même sondage dont vous parlez, les jeunes sont majoritairement favorables à la capitalisation. Ce que nous ne voulons pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance dans le système à l'heure actuelle. Il faut le transformer. Est-ce qu'il y a de la friture entre l'Élysée et Matignon sur le dossier? Le communiqué de l'Élysée en plein début des rencontres bilatérales d'Édouard Philippe mercredi, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette d'écart entre la position du Premier ministre et celle du Président de la République. Ils travaillent main dans la main, l'Élysée et Matignon travaillent main dans la main, que parfois des conseillers parlent ou que des journalistes extrapolent peut-être des pensées ou des mauvaises formulations, ça peut arriver à tous. La réalité, c'est que le couple exécutif fonctionne parfaitement sur cette réforme comme sur les autres. Le Premier ministre fait en sorte que cette réforme aboutisse sur les vœux du Président de la République. Sylvain Maillard, tout à l'heure, vous avez parlé des conséquences pour Paris, notamment de la grève. Justement, lors de la séance de questions d'actualité au Sénat, la sénatrice Catherine Dumas a interpellé le gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre pour aider les commerçants parisiens impactés par la grève. Écoutez. Les chiffres de cette première moitié du mois sont inquiétants. Moins 80% pour les commerces situés dans les gares ou à proximité, 50% dans les magasins parisiens, 30% dans les hôtels avec une cascade d'annulations. En moyenne, près de 2/3 des artisans ou commerçants franciliens se déclarent impactés. Vous avez donné quelques chiffres, ces chiffres ne représentent pas totalement la réalité commerciale. En particulier, vous avez des commerçants qui s'en sortent très bien,
d'autres qui sont en grande difficulté. Et puisque vous abordez la situation de Paris, j'aimerais également voir des prises de position plus fortes de la part de la mairie, à qui nous avons donné 600 000 € pour la relance commerciale et qui, à ce stade, n'a pas affiché de volonté ni de revoir le sujet des parkings, ni des circulations, ni des terrasses. Je vous remercie. Comment est-ce que vous réagissez justement à la demande qu'a faite Anne Hidalgo, qui demande des indemnisations de la part du gouvernement face à la grève et à l'impact que cela a pour les commerçants parisiens? D'abord, moi, je voudrais qu'Anne Hidalgo accomplit son travail de maire, non pas de candidate ou future candidate, de maire. C'est-à-dire d'accompagne les commerçants. Ce qu'a dit Catherine Dunema est tout à fait juste. Accompagne les commerçants, les hôteliers, les salles de spectacle qui sont énormément impactées à l'heure actuelle. Il n'y a rien qui est fait, elle ne fait rien, vous dites? Elle n'accompagne pas. Très clairement, il n'y a pas d'accompagnement. Le droit de suspendre le paiement du droit de terrasse, par exemple, serait quelque chose de très positif. De faire en sorte que des emplacements de parking soient gratuits pour les commerçants qui doivent venir de très loin. Souvent, ils n'habitent pas à Paris. D'ailleurs, on pourrait en parler de la politique du logement à Paris. Mais qui devrait leur permettre de venir. Les amendes aussi. Les amendes où tout continue comme si rien ne se passe. On voit bien que la maire de Paris accompagne un peu le chaos qu'on a vu dans Paris. On lui demande d'être beaucoup plus facilitante. Sur le fond, les commerçants sont impactés. C'est vrai que c'est un rôle aussi du gouvernement. Hier, j'étais moi avec Agnès Pannier-Runacher. Nous étions au marché d'Alicante dans le 12e pour aller voir directement les commerçants et de présenter aussi les brigades mobiles. C'est-à-dire qu'on a mis en place des binômes qui sont disponibles pour l'ensemble des commerçants. D'ailleurs, je fais un appel aux commerçants parisiens, des brigades mobiles avec la CCI de Paris, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui sont là pour aider à remplir le CERFA, qui est très simple, un document très simple, qui permet de mesurer les pertes au-delà du chiffre d'affaires impactantes qui sont dues aux manifestations. Mais elles sont fortes pour vous? Il y a vraiment des pertes? Bien sûr. Mais on peut les chiffrer? C'est toujours compliqué. Ça fait 2 années de suite, entre les Gilets jaunes l'année dernière et là, cette année, la grève, pour le mois de décembre. On a la chance à Paris d'avoir un tissu de commerçants bien plus important. On a 23 000 commerçants, on a 8 000 à Londres. Vous vous rendez compte la différence? Mais on a un tissu commercial qui est beaucoup, beaucoup plus fragile, qui a été très fragilisé l'année dernière par les Gilets jaunes, qui l'est à nouveau. Il nous faut l'accompagner, nous l'accompagnons, nous sommes là et je leur lance un appel en disant de ne pas hésiter à se retourner vers leur CCI, vers les sites du ministère, pour justement demander une indemnisation ou pour la plupart d'entre eux, un report de charges qui permet de gagner de la trésorerie, report de charges ou report d'imposition. Ça, c'est des mesures concrètes. Des mesures réclamées. On met plus de 300 millions sur la table pour reporter et faire en sorte qu'ils puissent passer cette mauvaise passe. Alors Sylvain Maillard, deuxième grand sujet à l'ordre du jour, c'est le projet de loi qui vise à lutter contre le gaspillage. Les députés l'ont adopté ce jeudi en première lecture. Le texte inscrit notamment dans la loi l'objectif de 100% de plastique recyclé d'ici au 1er janvier 2025. Il vise aussi l'interdiction de mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. La consigne a aussi fait son retour dans le texte, mais avec une certaine marge de manœuvre pour les collectivités locales, comme nous l'explique Fanny Daille. Mesure chère au gouvernement, la consigne est devenue l'un des points de crispation majeurs du débat sur le projet de loi anti-gaspillage. Supprimée par les sénateurs qui ont examiné le texte en octobre, elle a été réintégrée par les députés par le biais d'un amendement gouvernemental. La consigne ne sera pas imposée, mais les collectivités territoriales auront jusqu'à 2023 pour satisfaire aux objectifs de recyclage des bouteilles en plastique fixés par l'Union européenne. En clair, 77% en 2025 et 90% en 2029. Si les collectivités n'y parviennent pas, l'État pourra éventuellement leur imposer la mesure. Que prévoit cet amendement? Il donne rendez-vous en 2023 pour faire un bilan d'étape et décider du déploiement de dispositifs de consigne en cas d'écart à la trajectoire cible. Dans l'intervalle, il permet de lancer des expérimentations de consignes sur les territoires volontaires. Mais sur les bancs de la droite, la mesure ne convainc pas. Les collectivités se sentent flouées à la lecture de l'amendement du gouvernement.
que vous dites résulter d'une concertation, mais qui en fait ne l'est pas. Il convient donc de remédier au caractère inéluctable de la consigne pour recyclage. L'opposition de gauche, elle, dénonce une disposition influencée par les géants industriels. 3 grands groupes que sont Danone, avec Evian et Volvic entre autres, que sont Nestlé Waters, avec Vittel et Perrier, que sont Coca-Cola, avec Fanta et Sprite, c'est eux qui ont mis en œuvre cette directive européenne. Et maintenant, c'est eux qui agissent auprès du gouvernement pour aller dans le sens, notamment, de l'article que vous portez. Ce n'est pas l'environnement qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est leur profit. Après 2 heures de discussion, la consigne est votée, avec 100 voix pour et 59 contre. Députés et sénateurs se réuniront au début de l'année prochaine pour tenter de trouver un compromis. Un accord n'est pas garanti. Alors Sylvain Maillard, le 19 novembre dernier, devant les maires réunis en congrès, Emmanuel Macron avait dit « Sur un sujet particulièrement sensible comme celui de la consigne, rien ne sera fait sans l'accord des maires. On croyait avoir compris qu'elle était plus ou moins abandonnée. La voici qui ressurgeait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et pourquoi est-elle là dans ce texte ?» Je crois que c'est vraiment dans la lignée du discours présidentiel. On a écouté les collectivités locales qui étaient contre on va se dire les choses ici, qui étaient contre la consigne, qui étaient contre en disant, on a parfois avec des bons arguments, entre autres en disant, on a beaucoup investi dans le traitement du déchet, dans le recyclage, et donc derrière, si on n'a plus suffisamment de matière, en fait, plastique, on ne peut plus trouver nos équilibres. Alors, et donc, il faut qu'on puisse sortir dans une transition douce qui permette de passer d'un système à l'autre. Nous, c'est ce qu'on a adopté dans cet article, qui permet d'avoir un objectif 2025, avec plusieurs étapes, mais qui permet d'expérimenter. Donc il n'y a pas d'imposition de la mesure aux collectivités locales. Exactement. Les collectivités vont pouvoir s'en saisir ou pas. Certaines collectivités sont plus en amont ou bien ont moins investi en fait, dans le recyclage et donc vont pouvoir directement partir sur la consigne, ou bien d'autres vont peut-être à titre expérimental s'en saisir et puis voir quelle est l'organisation qu'il faut mettre en place et puis trouver un modèle économique. Et vous voyez déjà l'opposition du Sénat qui appelle à ce que vous respectiez la parole du président de la République, ce communiqué qu'ils ont sorti hier en disant que vous ne la respectez pas avec ce dispositif car ça sera l'État qui prendra au final la main si les collectivités ne suivent pas cette trajectoire. Non mais qu'on soit d'accord, l'objectif il est évidemment de sortir de cette société du tout jetable et donc on donne plus de temps pour s'organiser aux collectivités, on les a parfaitement entendues, on sait que ça prend du temps, on demande à chacun d'entre elles de s'en saisir et de faire en sorte de trouver son rythme à elle pour pouvoir sortir du tout jetable. On donne une issue quand même relativement lointaine, chacun va avancer dessus, mais je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise position, il y a à écouter sur le terrain les acteurs locaux. Juste un mot sur le fait que cela est tourné, on l'a entendu dans le sujet, à la bataille sur le sujet des lobbies et qu'on juge que le gouvernement est porté par le lobby, notamment de Coca-Cola par exemple. Qu'est-ce que vous répondez? Vous savez, quand on n'a plus d'arguments, je me suis énervé hier dans l'hémicycle sur ce sujet-là, quand on n'a plus d'arguments, on dit toujours que l'autre est pris par un lobby. Ça, c'est une réponse à André Chassaigne. André Chassaigne, mais d'autres l'ont porté. Le député Lambert le portait aussi régulièrement contre la ministre. C'est insupportable. On peut avoir des désaccords politiques. C'est l'endroit pour les désaccords politiques dans l'hémicycle. En aucun cas l'injure, parce que quelque part, c'est tenter d'injurier, de déstabiliser la position des uns et des autres. Au contraire, je crois que c'est une position d'écoute que nous avons eue, de pragmatisme, faire en sorte que l'écologie, que le recyclage, que la consigne s'incarne concrètement, que le dernier kilomètre soit réalisé et qu'on puisse faire cette transformation écologique qu'on appelle tous de nos voeux. On verra bien d'ici là ce qui va se passer 2020. Et sur le plastique, plein d'objets concrets de plastique dans les 2 prochaines années vont disparaître. C'est ce que nous avons voté aussi. Les touillettes, les gobelets. Qu'il n'y ait plus rien d'ici 2040. Exactement. Mais alors, on avance tranquillement, mais sereinement, et le plastique va disparaître au fur et à mesure. Alors cette semaine, l'Assemblée a définitivement adopté le budget pour 2020, après plus de 248 heures de discussion et près de 9000 amendements. Il n'y a pas eu d'accord en revanche avec les sénateurs, qui ont rejeté le texte sans débattre des articles. Les députés ont donc eu le dernier mot, comme souvent. Comme d'habitude. C'est l'avantage des députés. Et ce projet de loi, on dit que c'est un projet de budget pour le pouvoir d'achat, ou alors pour les gilets jaunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises après la crise sociale. C'est quoi comme budget? Oui, je crois que c'est un budget pour le pouvoir d'achat des Français.
pas de gilets jaunes ou pas. Est-ce que nous avons entendu les gilets jaunes, d'une façon plus générale, une contestation de gens qui n'y arrivaient pas, qui travaillaient, qui le 15 du mois travaillaient durement tous les jours et le 15 du mois n'avaient plus d'argent pour finir le mois. Donc on a accompagné des mesures fortes, 17 milliards qui ont été investis. Donc vous revendiquez on continue cet investissement, mais c'est aussi le budget des baisses d'impôts. 5 milliards de baisse d'impôts pour les particuliers. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, de faire en sorte que non seulement nous baissions les impôts, nous redonnions du pouvoir d'achat aux Français et nous accompagnons les grands dossiers. On vient de parler de l'écologie. Mais les déficits pour plus tard, alors. La réduction des déficits pour plus tard. Je crois que quand vous regardez les chiffres, nous avons stabilisé, nous baisserons le déficit l'année prochaine. Alors, on peut toujours discuter du rythme. Attention, il faut tout financer aussi. Il n'y a pas d'argent magique. Je crois que nous avons fait un budget raisonnable, mais un budget d'ambition. En tout cas, moi, je suis très fier de porter ce budget. Sylvain Maillard, on va passer au dernier thème de cette émission, l'examen au Sénat de la proposition de loi de la députée Laetitia Avia luttant contre la haine en ligne. La Chambre haute a largement détricoté ce texte qui avait été adopté à l'Assemblée. Droite et gauche ont jugé le texte dangereux pour les libertés individuelles. Sandra Cerquera. Lutter contre la haine sur Internet, le sujet fait consensus. Mais dans la pratique, le texte de la députée LREM Laetitia Avia est accusé par le Sénat de mettre à mal la liberté d'expression. Bruno Retailleau reproche à la loi de confier la censure aux géants du net et de créer une société de surveillance généralisée. Vous nous proposez de leur confier ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire la censure, de privatiser la censure. C'est-à-dire que vous leur demandez de nous réguler, de réguler une liberté publique qui est importante pour nous Français. Et cela ne va pas. Et vous la proposez, cette censure, non pas à des hommes ou à des femmes, mais à des robots, à des algorithmes, dont nous ne connaîtrons jamais les codes sources, mes chers collègues. Voilà le problème. Les sénateurs ont donc supprimé la mesure phare de la proposition de loi qui veut obliger les plateformes à retirer en 24 heures tout contenu, signalé comme haineux, sous peine de sanctions. La gauche n'a pas non plus ménagé sa peine pour dénoncer le texte. Nous proposons que le retrait soit dans un délai de 24 heures. Nous gardons donc cette mesure phare, mais que si la personne qui a notifié se proteste, le juge des référés doit être saisi immédiatement par la plateforme et dans ce cas, le retrait est provisoire. Nous tenons à égale distance la lutte contre les contenus haineux et la lutte pour préserver la liberté d'expression et ainsi trouver ce juste équilibre qui n'a pas été trouvé dans le texte initial. Malgré les critiques, le secrétaire d'État au numérique a défendu la nécessité du texte, estimant que c'est un problème de santé publique. Lorsque ceux qui les agressent se sentent ignorés par les autorités et peuvent agir quasiment impunément, alors c'est le douloureux syndrome de notre échec et de notre impuissance, et c'est, pour nous tous, mais d'abord pour l'État, une lourde responsabilité. La majorité sénatoriale a en revanche approuvé le renforcement de la régulation des plateformes sous la supervision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En 2018, sur les 160 signalements de contenus illicites en ligne, près de 14 000 relevaient de la haine en ligne ou de discrimination. Sylvain Maillard, votre réaction au sort réservé par le Sénat à ce texte, il l'a vidé de sa substance et de sa mesure principale, l'obligation pour les plateformes de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites. Ils ont craint un risque de surcensure. Je crois que le Sénat, honnêtement, est à côté de la plaque. Est à côté de la plaque. Pas de risque pour les libertés individuelles avec cette mesure en faisant des discussions en chambre sur ce qu'est la loi et une vision. Je crois que c'est exactement ce que les citoyens n'acceptent plus de la politique, ne croient plus dans la parole politique, justement à cause de telles positions. Pourquoi, concrètement ? Quand vous allez sur Internet, la haine, c'est clairement installé et nous pollue le Twitter, les Facebook, tous les réseaux sociaux sont devenus honnêtement des poubelles. Ce sont devenus des poubelles, des insultes en permanence. Qu'est-ce qui se passe ? Alors au début on peut dire oh, c'est pas grave, c'est pas grave. La réalité c'est que c'est ça qui hystérise aussi notre société où sur les réseaux sociaux on peut dire n'importe quoi. Non, on peut pas dire n'importe quoi. Non, avoir des insultes. Vous savez que j'ai porté un texte sur la lutte contre l'antisémitisme, qui avait d'ailleurs fait débat lui aussi. Votre texte assez polémique. Bien sûr, des insultes antisémites, il n'est pas normal qu'elles puissent finalement prospérer sur Internet en attendant qu'un juge se prononce. C'est marqué dans notre loi, il faut ce dernier kilomètre
de clarté, de dire ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable, doit être inscrite dans la loi. Nous reprendrons le texte et nous revoterons l'article 1 de ma collègue à l'Assemblée, quand le texte va revenir, vous redétricoterez ce qu'on fait, vous rétablirez la version. Exactement. Nous, on a une position très claire. On ne peut pas accepter. On veut que ce soit efficace et de faire en sorte que cette haine sur Internet, qui se diffuse après dans le réel, cette haine sur Internet soit interdite. Mais on et peut soit être efficace. combattue. Comment vous êtes efficace? Comment vous faites pour bien distinguer, pour censurer? Et qui surtout censure pour répondre aux critiques de Big Brother, d'algorithmes qui vont contrôler les propos? Comment vous faites? Si je vous insulte, est-ce qu'on peut faire confiance aux plateformes? Si je vais sur votre Twitter, si je vais sur votre Twitter et que je vous insulte, hein, vous savez quoi, ça ne va pas être de l'insulte, c'est du très direct. Hein. Il faut que ce soit immédiatement retiré par la plateforme, c'est assez automatique en règle générale. Il faut que ce soit automatiser encore plus et faire en sorte que ce soit enlevé. Après, les opinions, quand on a des discussions sur les opinions, la réalité, c'est que dans le texte de Laetitia Avia, en aucun cas, on remet en cause des opinions. Mais par exemple, l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit en France. Et donc, ça doit être immédiatement retiré. Il n'y a pas besoin d'aller attendre des semaines et des semaines. Si on attend des semaines, c'est ça le poison des réseaux sociaux. Merci Sylvain Maillard, ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir été notre invité. On se retrouve le 10 janvier sur ce plateau. D'ici là, joyeuse fête, qu'il y ait une trêve de Noël ou pas. Ciao, ciao.